son apprenti sont désemparés. On commence par quoi, du coup? Bonne question. On essaye de faire des coins, je sais pas trop dire. C'est ce que disait la petite, comme ça se présente. Ce qui est mouillé, tu jettes et pour... Il faut dire qu'en 24 ans, Corinne n'a jamais vu ça. En 2009, on avait eu de l'eau, mais pas dans le salon. Là, c'est rentré sous la cheminée, la plaque, c'est rentré par les WC derrière. Il y avait de l'eau dans l'évier, dans les canalisations, ça arrivait. Il arrive un moment, vous êtes là, je suis plombée. La coiffeuse branche son aspirateur à eau. On commence par derrière, on va revenir par la porte de devant et après on va s'en aller comme ça. On pousse l'eau vers l'extérieur, quoi. Voilà, c'est ça. Et la poussière, maintenant il y en a moins. Corinne garde le sourire, rien ne devrait être perdu. Franchement, on a essayé de monter tout ce qui était montable, donc après ça va être quand on va mettre le jus. Pour l'instant, on verra bien si ça disjoncte. J'ai des bacs électriques, donc je les ai montés au maximum. Normalement, le moteur n'était pas dans l'eau, mais c'est quand je vais rallumer. Le téléphone ne s'arrête pas de sonner pendant le nettoyage. Décembre, c'est le mois de l'année le plus important pour le salon. Le reportage à Bourdeil, en Dordogne de Lisa Guinic, France Bleu, pour gagner, pour être sûr et certain de passer. Le PSG joue son avenir en Ligue des Champions ce soir sur le terrain du Borussia Dortmund, qui lui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Coup d'envoi à 21h. Enfin, c'est la saison des annonces de tête d'affiche pour les plus grands festivals de France. Et ce soir, c'est le Golden Coast qui commence à se dévoiler. C'est le tout nouveau festival 100% rap dont la première édition aura lieu l'année prochaine. Et pour une première, il y a du lourd. Les plus jeunes apprécieront les venues de SCH et Luigi. Les moins jeunes viendront au Booba ou encore la Funky Family. Voilà le grand retour des Marseillais sur scène pour fêter leurs 30 ans de carrière. Le Golden Coast à Dijon, ce sera les 13 et 14 septembre 2024. Eh bien, merci beaucoup, Kevin Dufresne. Vous revenez tout à l'heure dans Un jour dans le monde, l'œil sur le ciel, c'est de la pluie. Sébastien Lias. La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature. Et Sébastien, bonsoir. Encore beaucoup d'averses, donc jusqu'à demain matin. Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Les conditions vont rester bien instables ce soir et cette nuit entre le sud-ouest, le massif central, les Alpes du Nord et le Grand Est avec des averses régulières. Les averses vont d'ailleurs se bloquer sur les contreforts du relief et d'importants cumuls de pluie, mais aussi de neige sont à craindre, notamment le long des Pyrénées. La limite pluie-neige se situera d'ailleurs entre 1000 et 1200 mètres en général. Progressivement, le risque d'averses va faiblir, même si quelques-unes se développeront encore l'après-midi sur les Cévennes et entre Auvergne-Rhône-Alpes et l'Alsace, mais aussi en Corse. Les régions du nord-ouest vont être concernées par une perturbation faiblement active qui apportera juste un peu de pluie, essentiellement l'après-midi entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Le pourtour méditerranéen bénéficiera d'une journée bien ensoleillée. Et puis sur le reste du pays, les nuages sont prédominants, parfois épais l'après-midi, mais quelques éclaircies arriveront à percer en matinée. Et température en baisse. Oui, minimales comme maximales vont perdre quelques degrés demain. L'après-midi, il fera 8 degrés à Lille, 9 degrés à Reims, Nancy et Limoges, 10 degrés pour Paris, Colmar, Cognac et Toulouse, 11 degrés à Nantes et au Havre, 13 degrés à Brest, Perpignan et Marseille, 14 à Biarritz et jusqu'à 16 degrés à Nice et Ajaccio. Au lever du jour, les températures seront elles comprises entre 5 et 10 degrés. Et puis attention au vent autour de la Méditerranée. Ce soir et cette nuit, de violentes rafales balayeront la Balagne et le Cap Corse. Demain, c'est le Mistral et la Tramontane qui se renforceront. Merci beaucoup, Sébastien Lias de Météo France. Vous revenez tout à l'heure après 19h. Ce soir, nous allons retourner à la COP28 et dialoguer avec ceux avec lesquels nous avions déjà échangé avant les conclusions. Le négociateur français, le réseau Action Climat. Chacun nous dira comment ils ont vécu cet épisode émiratique qui peut-être change la donne. Ils nous le diront aussi. Nous allons en Ukraine avec le reportage, en Irlande et à Bruxelles aussi avant le Conseil européen, à New York avec Winter Break et Alexander Payne qui a vu Corinne Pellissier. Et puis à partir de 19h20, c'est le téléphone sonne. On se demande une fois de plus pourquoi les addictologues sont bien seuls sur ce mois de janvier sobre qui commence dans 15 jours, un mois sans alcool qui existe pour la 5e année, qui n'est jamais accompagné par les pouvoirs publics de peur de froisser la filière du vin, pub annulée notamment. Et pourtant, janvier sobre, c'est accepté de tester sa consommation et son rapport à l'alcool. Rien n'interdit de revenir évidemment à une consommation modérée. Après, vous nous le direz, vous, si vous vous y collez chaque année ou si vous comptez le faire à partir de janvier. Peut-être que vous avez appris des choses sur vous, peut-être que vous avez peur de ce que vous allez découvrir. Tout ça, bien sûr, au 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous. C'est le même numéro sur WhatsApp. France Inter, 20h10, Eva Bester. Ce mercredi, avec l'écrivain Nancy Houston, nous évoquerons le passage de la passion à la destruction de l'autre dans les histoires d'amour à travers son recueil de poèmes, Chose dite. Grand Canal, tous les jours, 20h10 sur Inter.
Ok, ton Crédit Mutuel, c'est une banque sans actionnaire. Tout à fait. Enfin, toi qui y travailles, tu sais bien qu'il faut faire du chiffre. Oui, t'as encore raison. Ben voilà. Et ce chiffre, c'est celui de la satisfaction client. Ah, et il est bon ce chiffre? 9 clients sur 10 sont satisfaits du Crédit Mutuel. Ouais, c'est pas trop mal. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Ça change tout. Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,6 millions de clients sociétaires. Étude IFOP réalisée online du 21 février au 8 mars 2022 auprès de 4257 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes gratuitement tous les ans. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes. Que ce soit parce qu'on ne trouve pas de rendez-vous, on voit encore bien avec les anciennes ou parce que c'est trop cher. Pourtant, si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes gratuitement tous les ans chez Optical Center. Bénéficiez sans attendre d'un examen de la vue 100% pris en charge et choisissez vos nouvelles lunettes. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical, conditions en magasin, offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le monde est vaste et on n'a pas toute la journée, c'est parti. Un jour dans le monde, c'est un jour à la COP28 ce soir. Hearing no objection, it is so decided. Le marteau donc qui scelle cet accord, un accord dont on parle depuis ce matin et qui est un accord vraiment important, on verra jusqu'à quel point. Bonsoir Stéphane Crouzat. Bonsoir. Ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique. Nous sommes aussi avec Gaïa Fer. Bonsoir. Bonsoir. Direction Action Climat, vous êtes responsable des politiques internationales. On va vous entendre l'un après l'autre, mais on voulait vraiment vous entendre l'un l'autre, puisque Stéphane Crouzat, nous nous sommes parlé juste avant votre départ pour Dubaï, et vous, Gaïa Fèvre, à mi-parcours, alors que le fonds pertes et dommages était signé, mais que tout restait à faire. Stéphane Crouzat, j'ai envie de commencer avec vous, parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait cette nuit jusqu'au petit matin pour qu'un texte d'abord inacceptable soit finalement signé? Qu'est-ce qui a notamment fait bouger l'Arabie Saoudite qui bloquait l'accord? Emmenez-nous dans la salle. Le moment de bascule, c'est quoi et c'est comment? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le texte a fait l'objet de plusieurs itérations, présentation par la présidence de l'accord. La manière dont ça fonctionne, c'est des conditions sont très compliquées, c'est qu'on doit arriver à un consensus avec 195 parties. Donc tout le monde a la possibilité de poser son veto sur une décision. Et donc la manière dont ça a fonctionné, cette décision du bilan mondial, c'est ce qu'on appelle, c'est que la présidence fait une première itération du texte, ensuite consulte les parties les unes après les autres, et il y a des plénières où les parties peuvent publiquement exprimer leur position sur ce texte, et ensuite, après avoir recueilli cette information, avec l'aide du ministre d'ailleurs. Pardon, monsieur Crouzat, et en plus on vous entend très très mal, mais j'entends ce que vous nous dites, mais on sait bien que l'Arabie Saoudite s'est décidée au tout dernier moment. Je me demandais ce qui l'avait fait basculer en fait. C'était ça le sens de la question. Oui, mais l'Arabie Saoudite évidemment était un des partenaires les plus difficiles parce que l'Arabie Saoudite au début ne voulait pas de phase-out, comme on disait, de sortie des énergies fossiles, et il était prêt à accepter que la sortie des émissions, la réduction des émissions des énergies fossiles. Et là, on a un texte beaucoup plus fort. Je pense que c'est vraiment à mettre au crédit de la présidence de la COP 28 d'avoir réussi à emporter le morceau. Et c'est aussi vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi à mettre au crédit de tous les pays les plus ambitieux qui ont fait un chiffre énorme sur la présidence de la COP 28 pour précisément proposer un texte qui soit à la mesure de l'ambition que nous souhaitions. Et c'est pour ça qu'il y a eu des allers-retours avec un texte d'abord avant-hier qui était tout à fait insuffisant et qui finalement hier a été présenté, ce matin plutôt, qui a été présenté et qui contenait l'Union européenne, Petite Île, les pays d'Amérique latine les plus ambitieux, beaucoup de pays les plus vulnérables et des pays les moins avancés. Donc une grande coalition de pays ambitieux qui a présenté en fait largement plus de la moitié des 184 parties, plus que 50 centaines de pays. C'est ça. Et c'est déterminé à avoir quelque chose de très très fort. Bien plus que la moitié, effectivement. J'ai 130
sur 195. On va essayer de vous rappeler, Stéphane Croza, si vous le voulez bien, parce que la ligne est vraiment terriblement mauvaise. On va vous retrouver avant la fin de cet entretien. Gaïa Fèvre, de votre côté, avec le réseau Action Climat, est-ce qu'on souligne cet accord aujourd'hui justement parce qu'on a évité un échec calamiteux ou parce qu'il est vraiment important sur une échelle de 1 à 10? Vous, la réussite de cette COP, vous la mettez où? Alors, je ne sais pas si malheureusement j'arriverai à le placer sur une échelle de 1 à 10. Je vous avoue. En fait, on reconnaît le signal politique qui a été envoyé avec le vocabulaire utilisé, qui n'est pas le phase out, mais le transition away, que nous on traduit par transition hors des énergies fossiles. Donc, on entend le fait qu'on soit dans cette transition, dans cette transformation, mais on se questionne sur comment ça va être mis en place concrètement, surtout qu'à la suite de cette partie-là du texte, nous, il y a beaucoup de distractions qui nous inquiètent. Ok, on a réussi à acter le renouvelable, le triplement, l'efficacité énergétique, mais après, on retrouve quand même les mentions à la capture de carbone, on retrouve la mention nucléaire, on retrouve aussi un vocabulaire qui nous laisse à penser que le gaz est positionné en énergie de transition. Donc tout ce volet-là, en fait, fait qu'on a des inquiétudes qui sont encore très fortes. Alors effectivement, pardon, pour probablement contrebalancer, on a bien vu jusqu'à quel point les fameuses carburants de transition étaient mis en avant, et notamment le gaz, en partie pour amadouer un pays, compris comme les États-Unis d'ailleurs, et qui pratique le fracking à très grande échelle. Dans le même temps, quand même, les énergies renouvelables sont censées être multipliées par 3. Donc il y a quand même une main droite et une main gauche là-dedans, non? En fait, c'était ce qu'a expliqué l'ambassadeur, c'est qu'il faut nécessairement trouver un équilibre diplomatique. Donc là, on l'a trouvé dans le langage du transition away, et après, on le trouve en dessous de l'article 28, où on a A, B, C, D jusqu'à H de possibilités, de leviers qu'on peut actionner pour s'assurer de rester sur la trajectoire du 1,5 degré. Après, moi, je reprends les mots d'Antonio Guterres. En fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un phase-out. Que n'en déplaise à certains États, en fait, la science, elle est claire. Si on veut rester sur une planète viable, si on veut de la justice pour les générations présentes et futures, on n'a pas d'autre choix. Donc, en soi, on a cranté quelque chose, mais il y a encore beaucoup de travail. À quel moment on demande des comptes, d'ailleurs parce qu'après tout le monde promet de transitionner, etc. À quel moment on dit au pays, au fait, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça va se passer, ça? C'est vrai que nous, au réseau Action Climat, on a tout le volet plaidoyer qu'on va continuer à actionner dans les rencontres qu'on peut avoir avec la délégation interministérielle qu'on a la chance de voir régulièrement avant les préparatifs de COP. Après, il y a le levier juridique qui peut être actionné. Il y a tout, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais la Cour internationale de justice va devoir rendre un avis consultatif dans les mois à venir, justement sur les liens droits humains et environnement. Donc oui, on a la possibilité de demander des comptes, et c'est certain que la société civile va continuer à acter dans ce sens-là. Et après, un volet que j'aimerais, duquel il est important de discuter aussi, c'est que il faut actionner le levier de l'équité et de la justice pour s'assurer qu'on ait une réelle transition énergétique, mais aussi sociale, parce qu'il nous faut des transformations profondes. Et là, pour le coup, il y a eu des grosses déceptions, et moi, je reprendrai les propos d'Aosis, justement, qui était très émouvant en plénière, qui disait carrément que le bilan mondial il est là, que d'un point de vue procédural tout a été respecté, etc., mais qu'on n'est pas sur une correction de trajectoire. En fait, on a la boussole, mais on ne sait pas comment on va le faire, et le levier financier n'est pas là, quoi. Ça veut dire que la neutralité carbone en 2050, avec un texte comme celui-ci, elle vous semble inatteignable ou pas? Je dirais qu'il va falloir vraiment regarder ce que vont faire les États concrètement avec ce texte. C'est surtout là, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on ne sauve pas le monde 2 semaines à la fin du mois à la COP, à la fin de l'année. Ce qu'il faut voir, c'est comment les États vont s'emparer de ce texte, mais aussi les acteurs privés. Parce qu'il y a un signal qui est envoyé, qui est politique, mais aussi économique. Avec ce transition away, il va falloir voir si l'argent n'est plus, il ne va pas être utilisé pour continuer à utiliser des énergies fossiles, mais vraiment aller vers le renouvelable, le solaire ou bien le vent. On se souvient, Gaïa Fèvre, que juste avant le démarrage, il y avait un certain nombre de pays, et notamment les pays du Sud, qui disaient attendez, moi je veux bien qu'on sorte, à l'époque on en était là, qu'on sorte des énergies fossiles, mais nous il va falloir nous laisser nous développer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce terme, aller vers une transition loin des énergies fossiles, on permet justement aux pays en développement de ne pas renoncer à leur propre développement et d'y aller à leur rythme, tout en faisant peut-être un virage renouvelable?
Je pense que ça, on l'entend dans le chapeau en fait, de l'article, c'est l'article 28, si ça vous intéresse, où justement on voit les circonstances nationales différenciées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a l'enjeu du développement et le fait que certains États sont contraints d'utiliser finalement les énergies fossiles pour répondre à leurs besoins économiques, mais aussi parfois pour payer les dettes qu'ils ont. La vraie question qui va se poser, c'est aussi l'année prochaine, qui va être une COP de la finance. Ouais. Et pour le coup, ça va vraiment être une COP de l'implémentation, parce que quand on parle de l'implémentation, que ce soit dans le bilan mondial ou dans les autres textes qui ont été négociés, en vrai, il va falloir des milliards. Et d'où va venir cet argent et à quoi il va servir? Et à ça va servir la COP 29, effectivement, la prochaine. Après, un mot quand même sur le rôle de Sultan Jaber. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a été crucial? Est-ce que finalement, sans lui, c'est-à-dire lui aussi pays producteur de pétrole, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à convaincre un voisin comme l'Arabie Saoudite? Est-ce que la vertu de le faire à Dubaï, on peut la trouver là ou pas? Je pense que le fait qu'on était à Dubaï, ça a été une opportunité extraordinaire et je pense qu'il y a eu une pression énorme également sur la présidence, parce que quand on a eu l'avant-dernière itération du texte où il y avait une grosse déception, je peux vous dire que la société civile a beaucoup réagi. On a beaucoup contacté aussi nos délégations gouvernementales, mais tout le réseau international. Je pense que la présidence a entendu le mécontentement et dans la soirée, il y a eu une plénière où c'était les chefs de délégation qui étaient présentes et ils ont fait entendre leur voix en disant c'est inacceptable, on ne partira pas avec ce texte, c'est pas possible. Et là, la présidence, elle a engagé un travail où toute la nuit, il y a eu des consultations, des bilatérales, où ils ont essayé de trouver du texte. Puis peut-être que l'ambassadeur l'expliquerait encore mieux, mais il y a eu aussi toutes ces États les plus ambitieux finalement qui se sont mis ensemble et qui se sont dit écoutez, on va faire des propositions de texte, etc. Donc il y a eu beaucoup de pression durant cette dernière nuit avant qu'on arrive au texte à 6h du matin aujourd'hui. Donc je pense que la présidence, elle a senti la pression et vous savez, toute présidence, elle a un orgueil aussi, elle veut que ce soit la meilleure. Et la barre, elle était haute, c'était on veut une sortie juste équitable de toutes les énergies fossiles. Et au fond, la réalité. Et au fond, Gaïa Fèvre, pardon, est-ce que c'est pas ça que ça sert une COP? C'est de pouvoir mettre la pression à ce moment-là sur ce genre d'état-là auquel vous n'avez qu'un très difficile accès de toute façon dans d'autres circonstances, non? Je pense que vous avez tout à fait raison sur la nécessité de mettre pression et aussi le fait que certains États soient entendus et vus. C'est-à-dire que les pays insulaires, je veux dire, ils ont fait preuve d'un leadership incroyable tout au long de cette COP. Ils ont poussé tout ce qu'ils pouvaient, puis ils ont été clairs quand l'avant-dernière itération du texte est arrivée. Ils ont dit c'est notre sentence de mort si on part avec ce texte-là. Il faut vraiment faire mieux, on ne peut pas rentrer à la maison comme ça. Donc ça sert à mettre de la pression, à mettre des coups de projecteur. Et ensuite, le vrai travail, c'est toute l'année. Hein. Et la prochaine COP, etc. Et la prochaine COP, on y sera, mais on en parlera évidemment bien avant, j'imagine. Gaïa Fèvre, merci beaucoup du réseau Action Climat, Stéphane Crouzat. On espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Peut-être que son téléphone, lui aussi, a passé une nuit blanche. On aura forcément l'occasion de se rappeler à son retour à Paris. Merci beaucoup. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, c'est le reportage qui nous emmène en Ukraine. Ne nous éloigne pas tant que ça de la COP, figurez-vous, puisque vous verrez combien cette guerre qui dure depuis presque 2 ans est aussi une catastrophe écologique. Pour aller jusqu'à 19h, la bande qui vous accompagne, c'est Kevin Dufresne sous les radars. En Irlande, où faute d'hébergement, le gouvernement va donner des tentes aux demandeurs d'asile. Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madon. Bonsoir. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'Ukraine au cœur du Conseil européen demain et vendredi à Bruxelles. Vraiment pas le moment de lâcher Kiev. Allez, le cinéma en VO, c'est vous, Corinne Pellissier. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. Alors ce soir, on lance les paris. Combien d'Oscars à venir pour le film d'Alexander Payne, Winter Break? Énorme coup de cœur pour ce conte de Noël qui nous plonge dans les années 70. Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète, ce n'est pas fini. Il passe par Londres, dans le quartier de Camden. C'est là qu'est né Baccarat. All Night, c'est le titre. On comprend rien. Donc une députée renaissante absente, Monique Iborra, a même dû rester dans sa circonscription pour accueillir Emmanuel Macron lors d'un déplacement. Donc pour Noël, suggestion, si Brigitte nous écoute, déjà bonjour madame, il faut demander au Père Noël pour son mari le livre Faire gagner mon camp pour les nuls, parce que là vraiment il y a tout à faire. Donc résumé,
La France Insoumise s'est associée au RN pour faire tomber Darmanin. Les mêmes LFI qui nous ont fait la morale sur 3 semaines quand à la marche contre l'antisémitisme, le RN avait déboulé. Ces gens moins de constance qu'avaient les planchistes pris dans l'ouragan du siècle. Jordan Bardella du RN qui se sent tellement pousser des ailes qu'il va se faire draguer par Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue de protection des osios, lui appelle à une dissolution de l'Assemblée. Il dit même je suis prêt à devenir Premier ministre. C'est le seul à formuler tout haut ses rêves érotiques. C'est comme si Kanye West disait j'ai envie de changer, ma prochaine girlfriend aura les fesses plates quoi. Bardella il a encore du plasma de sa mère sur lui tellement il est jeune, mais il se voit à Matignon. Dissoudre l'Assemblée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous 40 jours, on devrait réélire des députés. Et vu la popularité de la team Macron, il y aurait que des RN, beaucoup, et des LFI un peu. Après, moi, j'aime le chaos. J'ai même lu le CV de Loana. Mais ça sera chaud pour qui n'aime pas les extrêmes. La loi immigration vue par le RN, elle s'appellera Ciao Bello, retourne à Bamako. Alors, le dernier à avoir tenté le coup de la dissolution, c'est votre moment nostalgie, les darons. C'est Chirac en 97, conseillé par Villepin, qui est beau, mais qui a toujours eu l'intuition politique d'un aime au poulet. Résultat, cohabitation. Chirac s'est farci en Premier ministre Lionel Jospin, l'homme le moins drôle d'Europe. Même en Allemagne de l'Est, avant la chute du mur, ils avaient l'air plus joyeux. Et le plus fou, alors c'est que lundi, pendant la crise politique, que faisait Macron? Eh bien, il décorait Christian Clavier à l'Élysée. Voilà, Sarkozy l'avait fait chevalier de la Légion d'honneur. Hollande n'avait rien fait, puisqu'avec Julie, ils étaient plus sur des films d'auteurs tchèques que sur Jacouille. Et bien, Macron l'a élevé au titre d'officier. En fait, c'est comme les ceintures au judo, il y a plusieurs stades. À la fin, quand vous avez 10 niveaux, le président vous file le code nucléaire en disant vous êtes le GOAT, à vous de gérer, moi je peux mourir aux Seychelles. En juillet, pendant les émeutes, les Macron étaient allés voir Elton John à Bercy. Là, son équipe perd toute légitimité. Il bouffe des petits fours avec Clavier. Je pense qu'il aurait été plus à sa place à la présentation de 50 minutes inside. Franchement, ce qui l'intéresse, ce sont les stars. Et ce qui est marrant, c'est que l'ego de Macron, qui est grand comme 4 fois la Sibérie, le pousse, quand il parle à Clavier, à parler en fait de lui. Il lui a dit, malgré les illusions et les déceptions, vous ne vous arrêtez jamais de courir. Alors, enfin, en 2023, quand on pense énergie démesurée, on pense pas Christian Clavier. Moi, je l'imagine plus chez Sarko affalé dans un sofa en train de fumer la weed de Carla que faisant un trail, quoi. Et Macron ajoute, eh bien, nous non plus, on ne s'arrête pas de courir. Il parle de lui. Toujours, quand il décore un écrivain, je pense qu'il lui montre une de ses rédactions de seconde. Vous voyez, moi aussi, j'écris. Et c'est autre chose que vos petites merdes, là. Alors, Darmanin a présenté sa démission. Macron l'a refusé. Borne va finir par coller un 49.3. Bardella se prépare. Là, il accroche des légions d'honneur sur un mannequin en disant Yvan Rioufol, vous voilà chevalier. Le peuple, lui, survit, écrasé par l'inflation, lassé de ces politiques qui se déchirent entre eux mais ne parlent plus à personne d'autre. La mort d'un système en live, la déliquescence. Ok. Là-bas, il y avait de l'eau jusqu'au puits. Vous le voyez, le puits? Dans la grange de Grisha, l'odeur prend à la gorge malgré le froid. Sous la glace, on devine de la moisissure sur les carottes, les pommes de terre. La rupture du barrage a permis de protéger Kiev, mais pas des Midif. Les ONG qui se sont penchées sur son cas estiment qu'il faudra probablement plus de 10 ans pour que des pompes parviennent à assécher le sol. L'eau qui affleure couvre de glace le sol des maisons. Regardez là, sous ma maison, il y a tellement d'eau. Juste sous ma maison, sous le plancher, c'est plein d'eau. Donc on peut dire que ma maison flotte. Le coût du préjudice environnemental de la guerre en Ukraine est phénoménal. Près de 56 milliards de dollars. Près de 30% des zones forestières ukrainiennes et environ 20% des parcs naturels nationaux ont été affectés. Devant une autre maison, il y a Nina, un foulard noué sous le menton, des dents en or, les mains rugueuses de celle qui travaille la terre. À cause des eaux stagnantes, Nina ne peut plus cultiver. L'eau stagne au bout de notre potager. On souffre parce qu'on est des villageois. On travaille la terre. Avec quoi il survit le village? Avec ce qu'on fait pousser. Des patates, des carottes, des choux, tout ça. On a fait une croix sur la moitié du potager. Il y a trop d'eau. On espérait cet hiver pouvoir stocker dans les caves ce qu'on avait récolté. Mais elles sont pleines d'eau, les caves. Les voilà les conséquences.
conséquences. Toutes les infrastructures sont à repenser, tout a été contaminé. Sacha est le chef du village. À cause de l'inondation, le niveau des eaux souterraines est monté. Autour du village maintenant, il n'y a que de l'eau. L'eau n'est plus potable. Les forages sont toujours à rabord aujourd'hui encore. Régulièrement, on fait des contrôles avec des produits chimiques au filtre, mais de toute façon, l'eau continue de monter. Et cet été, c'était envahi de moustiques, de crapauds, de serpents. Pour les défenseurs de l'environnement ukrainien, il est urgent de rappeler l'ampleur de l'impact environnemental des guerres. Sofia Sadogorska travaille à Kiev pour l'ONG EcoAction. Il y a beaucoup de variétés de pollution, pollution de l'eau, du sol, des ressources marines. Toutes les hostilités militaires, toutes les explosions ont un impact sur l'environnement à cause des substances explosives, des métaux lourds et autres matériaux qui terminent dans le sol et dans l'eau. Et il y a des endroits où on ne pourra plus avoir d'activité agricole. La catastrophe écologique est partout. La poursuite de la guerre à haute intensité interdit l'accès.